Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue sur la télé de l'Observatoire national de la gestion des déchets en Guinée, ONAGED TV. Pour le premier numéro de votre émission Entre Cœurs Verts, nous sommes aujourd'hui à Conakry-Fintengui, chez l'OCPH, l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Et Entre Cœurs Verts, c'est votre rendez-vous hebdomadaire où nous recevrons tous les passionnés et les amoureux de l'environnement. Ici, que vous soyez expert, activiste aguerri ou simple citoyen désirant protéger son environnement, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, pour notre première émission, nous recevons M. François Kagbadouno, qui est chargé du suivi et évaluation des projets à l'OCPH. Nous allons discuter avec lui du projet Conakry-Fintengui qu'il vient de clôturer et qui a consisté à rendre propre la ville de Conakry à travers ses différentes 5 communes. Durant ce petit entretien, vous allez comprendre qu'est-ce que Conakry-Fintengui, quels ont été ses résultats et quelles sont les perspectives de l'OCPH dans le domaine de l'assainissement. Installez-vous, ça commence très bientôt. Merci. Vous pouvez vous présenter plus brièvement, s'il vous plaît. Bon, je suis Siba Alessi-Dupogui, comme je vous l'ai dit. Je suis le chargé du programme national au niveau de l'OCPH Caritas Guinée. Une organisation qui est affiliée à la Confédération internationale de la Caritas internationaliste qui évolue dans 146 pays. Présentement, j'ai une longue carrière aux Nations Unies et voilà, je suis actuellement là comme chargé du programme national, brièvement. D'accord. Et l'OCPH, c'est l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Oui, Caritas Guinée. Caritas Guinée. Et elle évolue dans quel domaine? Parce qu'on voit déjà que vous évoluez aussi dans l'assainissement. Oui. Dans notre cadre conceptuel de DA6, c'est que nous agissons sur le développement intégral humain, c'est-à-dire l'homme et tout l'homme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement de l'être humain. Donc, mais pour être plus précis, nous évoluons dans le domaine des urgences, c'est-à-dire le domaine humanitaire. Nous évoluons aussi dans le domaine surtout du développement communautaire et nous évoluons aussi dans le domaine de la santé, y compris l'assainissement dont nous avons clôturé le projet avec l'USAID qui a duré pendant 3 ans et demi, voire 4 ans. Avec Enabel, actuellement nous venons de clôturer un projet sur École-Sentier à Kindia et à Mamou et à Conakry ici. Et nous en avons aussi initié avec eux sur le coaching des PME. Ça revient à l'assainissement. C'est-à-dire les PME qu'on a formés. Et Enabel les a récupérés parce qu'avec un gros moyen, nous c'était un projet pilote. Comme ça a marché, il y a eu des succès malgré les faiblesses que nous allons en discuter plus tard. Mais on a vu que c'était un modèle qu'il fallait suivre en tant qu'organisation à caractère religieux et qui a fait vraiment des preuves en tant qu'organisation locale. Donc nous évoluons aussi nous continuons toujours avec l'assainissement parce que nous allons faire le coaching des PME puisque c'est nous qui les avons formés et qui les avons amenés ensemble avec l'ASP et d'autres acteurs au niveau où ils sont. Donc on nous a donné l'honneur de faire le coaching de ces PME. D'accord, mais pourquoi l'OCPH s'est lancé dans l'assainissement? Wow, c'est une très bonne question, mais je pourrais retourner la même question. Pourquoi vous vous intéressez tant à l'assainissement jusqu'à venir faire l'interview? D'accord. Parce que c'est une problématique aussi, un fait que tout le monde voit aujourd'hui. C'est que ça y va dans nos sociétés, c'est un problème de santé publique, mais qui est à la fois collectif et individuel. Parce que même ici, ce mois est propre, mais si là où je passe pour aller au bureau ou ailleurs est malsain, c'est que finalement ça va terminer ce mois. Donc c'est une problématique de santé publique, mais à la fois collective et individuelle. D'accord. Et nous allons parler du projet Fintengui, d'accord, mais qu'est-ce qui est à la base de la mise en place du projet Fintengui à Conakry? C'est une longue réflexion. Je crois que les législateurs de ce projet, je n'étais pas encore là, je crois que j'étais à Kigali à ce moment. Donc c'était par rapport à la dimension des ordures que les gens trouvent et qu'on continue à trouver, mais au moins les efforts se sont accentués et on voit maintenant vraiment un changement. Et on se dit, à l'image de Kigali, de Cotonou et d'autres pays qui ont essayé et ça a marché, CRS, l'OCPH, CAM et IGOM ont réfléchi pour dire essayons d'expérimenter
pour voir si ça pourrait aller. Et ils se sont fait confiance pour dire que ça pourrait aller. Et le projet a été écrit, mais ça a retardé 1 an ou 1 an et demi. À mon arrivée, on a essayé de revoir le cadre du projet, changer d'autres indicateurs, changer d'autres approches, jusqu'à qu'on a trouvé le consensus, malgré les difficultés qui étaient liées à l'interaction des parties prenantes, c'est-à-dire les communes, le gouvernorat, les partenaires, ainsi de suite. Mais on est arrivé lors d'un atelier à Kindia, identifier le stimulus qui faisait ceci. Et dès lors qu'on a trouvé le carnaval et responsabilisé chaque acteur, le problème s'est décanté et le projet a connu vraiment une évolution très rapide. Et c'est dans ça qu'on est arrivé à élaborer le code d'hygiène et de salubrité publique qui est signé par tous les maires, c'est-à-dire des 4 communes, c'est ça, les 5 communes. Donc il y a un code qui a été élaboré, adopté et approuvé par les mairies sous les esprits de ce projet financé par le gouvernement américain, c'est-à-dire l'USAID. Donc pour nous, c'est une grande avancée. Et c'est sur ça aussi que Enabel se positionne maintenant pour faire de grandes infrastructures, de grandes trucs. Beaucoup de choses nous avons discuté avant qu'ils les mettent en place. D'accord. Et vu que vous avez plusieurs champs d'action, comment se déroule le programme d'assainissement à votre niveau? Est-ce que vous attendez qu'il y ait des projets qui soient mis en place ou bien vous les initiez vous-même? Comment ça se passe chez vous? On initie nous-mêmes. Nous sommes toujours, comme vous voyez là, on est en train d'écrire des projets, que je ne vais pas dire maintenant le nom, mais c'est notre travail en tant que programme, c'est son travail de nous donner les éléments. Et c'est comme ça on réfléchit et on réfléchit à tout moment. Voilà. Et quel rôle vous jouez dans les communes de Kaloum, Matam et Dixine? Parce qu'on vous voit souvent présent dans ces différentes communes. Oui, ça c'est le projet coaching. C'est le projet coaching. Mais à Matam, on avait aussi l'école santé. La phase 0 est finie et la phase 1 et 2 sont en compétition. Donc, ça, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est rien n'est encore confirmé. Mais le coaching, c'est, nous avons 5 coachs et 6 animateurs, si j'ai bonne mémoire, mais c'est pas moi qui connais ce projet, mais je supervise. Voilà. Donc, il y a un coach pour une commune. Donc, on est en train, le travail actuellement qui se fait, c'est l'identification et la sécurisation des points de regroupement. C'est-à-dire là où les points de regroupement vont se situer. Et c'est-à-dire de façon conventionnelle. Mais le travail se fait en consensus et en équipe avec Enabel et d'autres acteurs qui sont comme l'OSOPIAS et qui travaillent avec Enabel. Si vous les voyez actuellement faire le tour, c'est pour voir ce point-là. Si on le prend comme point de regroupement, est-ce que c'est un particulier qui a le titre foncier ou ça appartient à l'État? Donc il faut régler toutes les garde-fous juridiques avant de recommander ici qu'on peut faire un point de regroupement conventionnel où on peut prendre ça comme avant de prendre une décision. Donc tellement c'est le travail qui se fait. Et après, les causes ont été déjà formées à Koya le mois passé. Et après, ce sera la phase de sensibilisation. Donc nos animateurs vont sensibiliser les ménages autour des infrastructures d'assainissement, c'est-à-dire les points de regroupement, les centres de tri, d'enfouissement, et ainsi de suite, que Enabel est en train d'installer. Ces animateurs-là vont travailler à sensibiliser la population et les usagers de ces points de regroupement, comment il faut s'y prendre lorsque vous devez faire déversement, lorsque vous devez faire ceci, ainsi de suite. Donc il y a toute une gamme d'activités qui sont prévues autour de cette. Mais il y a aussi une vaste activité de sensibilisation de nos animateurs et l'unité de sensibilisation de Enabel et d'autres acteurs vont se convenir sur une stratégie de sensibilisation pour que les gens soient dans la matière. Au lieu d'aller jeter dans la mer les ordures ou de mettre sous les caniveaux, il y aura un schéma de sensibilisation qui va leur dire ce qu'il faut faire et comment il faut faire et où il faut le faire. Donc, voilà. D'accord, mais ce schéma de sensibilisation se limite seulement à ceux que vous aurez coachés ou il y aura d'autres équipes? Non, en fait, ce schéma de sensibilisation, ça s'étend sur toutes les populations, c'est-à-dire les ménages, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui produisent des déchets, en quelque sorte. Mais le coaching, c'est les 150 PME, comme le nom je peux ne pas maîtriser, peut-être ça a augmenté, c'est que Enabel a retenu pour accompagner, en fonction d'une évaluation, d'une étude diagnostique
qui a été dûment et de façon réfléchie élaboré par Enabel. Donc ces PME sont déjà identifiés au niveau de Enabel. Donc ce sont tels que nos coachs, nos animateurs et nous-mêmes, nous allons accompagner, nous allons pousser, nous allons orienter. D'accord. Et comment vous définissez la relation que vous entretenez avec les autres acteurs dans le domaine de l'assainissement? Bien, pas mal, puisque déjà, si nous avons des projets en commun, si nous exécutons des trucs, et on en a déjà exécuté, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, mais dans toute relation, il y a des moments où vous n'avez pas les mêmes visions. Mais ce qui est intéressant, on finit toujours par avoir la vision qui est commune et qui est partagée. Et c'est ce qui se fait. Et avec Enabel, et avec Yugom, et avec Kam, et avec tous ceux avec qui nous avons travaillé. Mais le premier passé, nous était le lead du projet. C'est nous qui avons le lead. Et nous sommes maintenant accompagnés de tel volet. Par exemple, le volet de sensibilisation, les ISC étaient confiés à Kam. Voilà. Et Yugom jouait l'interface. CRS, c'était l'appui technique. Voilà. Mais ça marche bien. Et Enabel aussi, c'était la même chose. Quand ils voulaient concevoir leur projet, ils sont venus, comme nous étions déjà le premier sur le terrain. Ils sont venus vers nous et on a échangé, on a partagé nos expériences, on a partagé nos outils. Et puis voilà. Et c'est ce qui fait aussi, le travail continue avec eux quand ils ont gagné aussi. Ils sont venus vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, voilà. Ce qu'on ne peut pas faire ensemble, il y a d'autres qui le font avec eux. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de vos projets? Comment vous arrivez à les gérer? Les défis, je crois qu'il t'en parlera. Globalement, le problème a été à qui la responsabilité à un moment donné. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Est-ce que c'est qui? De l'environnement? Est-ce que c'est comment? Mais par le dialogue, par le fait de les mettre ensemble dans les ateliers. Et quand on a fait le diagnostic, l'évaluation de l'ancien code, et on a conclu par un atelier à Kindia pour dégager la responsabilité de la commune en matière d'assainissement, du gouvernement, de ceci. Tout le monde a compris son rôle et le problème a été transmis. Aujourd'hui, les communes ont l'entière responsabilité. La preuve, c'est elles qui ont signé le code de salubrité, d'hygiène de salubrité publique. Voilà, c'est ça le nom du code. D'accord, et on va terminer. L'autre difficulté aussi, c'est que les PME et beaucoup n'étaient pas habitués aux prêts remboursables. C'est-à-dire, la plupart des projets qui ont connu et qui n'ont plus ou moins pas marché, fonctionné, c'est qu'on prend, on donne les choses gratuites, de façon gratuite. Et lorsque vous souffrez pour avoir ça, vous savez que vous avez eu ça parce que vous avez fait ça, vous avez remboursé, la façon de gérer ce que je t'ai donné gratuit, que vous ne savez pas d'où ça vient, c'est difficile. Donc on a dit l'approche gratos, on évite. Maintenant, on facilite l'accès des PME aux prêts bancaires avec les microfinances, mais avec un taux accessible. Et nous avons fait ce travail-là, on a eu la convention avec Cofinance, nous avons fait vraiment un taux, c'est 1,18. Voilà, accessible vraiment. Mais malgré tout ça, beaucoup n'avaient pas d'autres PME avaient mal compris que bon, le gouvernement américain a donné ça cadeau et que c'est nous qui en avons fait un prêt. Or, c'était pas l'idée. Mais plus ou moins ça marchait parce que il y a eu des PME baisse, qui ont vraiment remboursé, d'autres pour des difficultés, des situations indépendamment de leur volonté, ont connu des emboîtements. Mais de façon globale, selon l'évaluation, c'est satisfaisant. Mais les difficultés qu'on a eues, c'était de les faire adhérer à l'idée de prendre le prêt et rembourser. Au lieu que ce soit gratos, que les gens prennent pour nous orienter à autre chose. Et nous, on a voulu que ça soit orienté à l'assainissement. On a dit à la banque, la personne identifie un fournisseur, tous les matériels qu'il a besoin, il identifie, vous touchez avec le fournisseur, vous virez l'argent dans le compte du fournisseur, lui, il va récupérer le matériel. Pour le coût administratif, vous faites un forfait, vous le donnez. Donc c'est comme ça le prêt a été, et ça a été efficace vis-à-vis de la banque et vis-à-vis de nous, malgré qu'il y a eu un bon nombre jusqu'ici qui n'ont pas fini de rembourser. Il y en a qui ont dit qu'ils ne le feront pas, mais le processus est en cours avec la banque. Je crois que les choses ont changé positivement. D'accord, et nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer dans le domaine de l'assainissement, que ce soit aux ménages, aux entreprises ou aux ONG? Oui, ce que j'aurais pu dire aux bailleurs,
c'est de ne pas se décourager. Ils ont essayé une organisation locale qui a fait preuve, qui a donné une voie pilote et qui a marché. Mais de revoir l'enveloppe budgétaire qu'ils ont, parce que le problème est encore énorme. Mais Enabel est en train vraiment de faire un grand effort, que le gouvernement l'accompagne dans ce sens et que vraiment les ménages aussi changent de mentalité. Parce que tout ce qu'on fait là, quel que soit le montant qu'on va verser, tant que nous-mêmes mentalement on se dit que c'est le problème du gouvernement et ce n'est pas notre problème, ça ne va pas marcher. Mais si je dis en versant des ordures ici, ça va retourner en maladie contre moi, je crois que je vais changer de mentalité, qu'on cesse de mettre les ordures dans la mer parce que notre maison se trouve derrière, à côté de la mer va nous revenir. Qu'on aille verser dans les caniveaux, dans les trucs, or les points de regroupement sont déjà là, les bacs à ordures sont déjà là. Qu'on s'abonne aux PME qui viennent ramasser dans les ménages au lieu de verser là, c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour nous, parce que ça attire les moustiques, ça attire beaucoup de vers, beaucoup d'autres choses. Qu'on mette en idée que c'est pour notre santé, c'est pour notre propriété et c'est pour une propriété collective. Donc voilà un peu le message, mais qu'on puisse encore reprendre le projet pour corriger ce qui n'avait pas été prévu à long terme. Merci beaucoup. Merci. Bonjour M. François. Bonjour madame. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole de m'exprimer devant votre caméra. Moi je suis François Kambadouno. Je suis coordinateur national suivi et évaluation à OCPH Caritas Guinée. Je travaille au bureau national secrétariat général. D'accord. Nous vous rencontrons aujourd'hui pour parler assainissement. Oui. Et vous aviez un projet que vous venez de clôturer, Conakry Fenteni. Oui. Parlez-nous un peu de ce projet, en quoi il consiste. Bon, en fait, Conakry Fenteni, c'est le nom dans la langue du milieu qui a été donné au projet pour que le projet soit pour la communauté, pas pour nous. Sinon, le projet est intitulé Projet de gestion des ordures ménagères en Guinée. Donc, communément appelé Conakry Fenteni. N'importe qui peut connaître de quoi il s'agit, de Fenteni à Conakry. En fait, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement américain, représenté par l'USAID ici en Guinée. Et c'est un projet qui a 3 objectifs. Donc, le premier objectif est axé sur les acteurs de l'élimination des déchets dans la ville de Conakry ont renforcé et multiplié leur capacité de rendre service aux ménages. Ça, c'est le premier objectif. Donc, le deuxième objectif, c'est que les populations de Conakry sont engagées dans les actions qui promeuvent la santé de leur environnement. Et le troisième objectif, c'est le recyclage des ordures à des fins multiples. Voilà les 3 objectifs qui constituaient le projet de gestion des déchets solides à Conakry. Donc, chaque objectif a des indicateurs. Le premier objectif a 6 indicateurs, le deuxième objectif a 4 indicateurs et le troisième a un indicateur, soit un total de 11 indicateurs. Si nous prenons le premier objectif, qui est les acteurs de l'élimination des déchets solides ont renforcé leur capacité de rendre service aux populations ou aux ménages. Le premier indicateur est naturellement le taux de satisfaction des ménages abonnés par rapport aux services rendus par les PME. Les PME, c'est des petites et moyennes entreprises qui sont engagées dans les activités d'assainissement. Et l'activité que les PME mènent, c'est la pré-collecte. Vous savez, l'assainissement de la ville de Conakry est une chaîne dont les maillons, le premier maillon est la pré-collecte. La pré-collecte est une activité qui consiste à ramasser les ordures dans les ménages à travers les poubelles qui sont dans ces ménages. Donc, c'est ce qu'on appelle la pré-collecte. C'est à ce niveau que se situe le travail des PME.
alors ce sont nos partenaires. Donc, quel est le taux de satisfaction des ménages par rapport au service de ces PME? Ça, c'est à ça que cet indicateur répond. Par rapport à ça, nos évaluations durant tout le projet ont révélé que 95% des ménages abonnés aux PME ont été satisfaits des services rendus par les PME. Ça a été le premier indicateur au niveau du premier objectif. Donc, le deuxième, c'est le nombre de PME qui sont vraiment engagés dans les actions d'assainissement et qui ont la rentabilité dans ce travail. Donc, parce qu'on ne peut pas s'engager dans une action, surtout c'est une PME, c'est à but lucratif. Donc, elle ne peut pas être engagée dans cette activité sans qu'elle n'ait un revenu qui puisse la permettre de vivre, de payer ses travailleurs. Donc, c'est pour cela qu'on a mis notre viseur sur cet élément qu'on a élaboré en indicateur. Donc, par rapport à ça, on s'est rendu compte que les 72 PME qu'on a entretenues, qu'on a encadrées, chacune d'elles a eu un bénéfice, peu qu'il soit. Mais dans leur activité, il est assorti que les PME ont chacune un petit bénéfice par rapport aux travaux qu'ils exerçaient. Donc voilà, c'était le dernier et le deuxième indicateur. Donc le troisième indicateur, c'est que on a évalué le nombre de PME qui ont eu accès aux prêts, au crédit, à travers l'assistance du gouvernement américain. Donc comme vous l'avez déjà entendu par mon collègue, mon responsable, il y a eu octroi du crédit aux PME. Mais ce n'était pas toutes les PME qui répondaient aux critères. Donc, les PME qui ont répondu aux critères ont été au nombre de 30 sur les 72. Sur ça, on a eu un taux de 42% d'atteinte du taux de l'indicateur. Donc, naturellement, certaines PME, il y a des critères que la banque a établis pour avoir accès à ces prêts. Et il y a aussi un certain manque de volonté de remboursement des premières PME qui avaient contracté la dette. C'est pour cela que vous constatez que le taux là a été bas. Donc, néanmoins, les 30 qui ont bénéficié sont en train de rembourser. Jusque-là, le remboursement n'est pas terminé, mais un bon nombre avaient quand même pu rembourser. C'était le troisième objectif pour le premier, le troisième indicateur pour le premier objectif. D'accord. Et à combien s'élevait ce prêt qui devait être remboursable? Donc, ce prêt-là était octroyé au cas par cas. Et ça allait de 50 millions jusqu'à 100 millions. Il y en a même qui ont eu plus de 100 millions. Mais le plus petit prêt, c'était 50 millions. Donc, il y en a qui ont eu 50, d'autres ont 60, 70, jusqu'à 100 millions. Auprès de la compagnie financière africaine qu'on appelle Cofina. Oui. Donc. Et est-ce qu'on peut savoir certains critères auxquels il fallait répondre pour pouvoir profiter de ces prêts? Parce que nous savons que tout le monde ne peut pas prêter 50 millions et assurer le rembourser. D'abord, le premier critère, il fallait être une PME qui existe, qui a un chiffre d'affaires vraiment important. C'est-à-dire, la banque vérifie vos documents de trésorerie. Est-ce que vous avez beaucoup d'abonnés qui payent les frais d'abonnement? Est-ce que vous rendez effectivement les services aux abonnés? Alors, parce que la source de revenus de ces PME, c'est vraiment les frais d'abonnement que les ménages payent. Ça a été d'abord le premier, le nombre d'abonnés et les paiements de ces frais d'abonnement antérieurs. Ensuite, l'existence d'un bureau et aussi d'autres critères que la banque a à sa discrétion. Parce que nous, les critères que nous connaissons, c'est vraiment que la PME existe, qu'elle ait vraiment un taux d'abonnés très élevé et un taux de remboursement appréciable des abonnés.
Ça, c'est au niveau du projet, ce que nous nous connaissons. Mais la banque avait autres critères qu'elle a à sa discrétion. D'accord. Et quelle autre alternative vous proposez aux PME qui n'arrivent pas vraiment à payer leur dette à échéance? Bon, on a eu assez de réunions de suivi par rapport à cette thématique, à cette activité. Au cours de nos réunions, on a proposé des alternatives qui sont même venues des PME elles-mêmes. Il y en a qui ont proposé le paiement par différé, c'est-à-dire pendant la période de saison de pluie, les abonnés ne payent pas souvent. Donc pendant cette période, c'est d'accepter que les PME ne payent pas le crédit en ce moment-là, mais on reporte. C'est ce que la banque appelle différé. Donc on réaménage la période de paiement de telle manière que la PME puisse supporter les frais d'abonnement, les frais de remboursement pendant cette période où ça ne produit pas bien, ça ne donne pas de bons rendements. C'est ce qui fait qu'après la durée du projet, ils continuent encore à payer. Parce que notre objectif, c'est de les mettre en contact avec les PME, même après le projet, que ces PME puissent continuer à bénéficier des prêts sur la base de la confiance installée entre eux et la banque pendant notre collaboration. C'est un des éléments de pérennité, de durabilité de ce projet. Et à court terme, quels ont été les résultats? Et à long terme, qu'est-ce qui était prévu? L'assainissement de la ville de Conakry, c'est une chaîne. Le premier maillon n'était pas bien organisé. Mais avec ce projet, on a pu organiser les petites et moyennes entreprises à ce qu'elles soient regroupées. Elles sont en fêtière actuellement. À ce que ces PME aussi bénéficient du renforcement des capacités, à ce qu'elles soient vraiment crédibles. Aujourd'hui, on avait venu prendre les mêmes PME avec un niveau déjà un peu un acquis, un b.a.-ba pour les permettre de grandir. Donc voilà un des grands résultats que nous avons vraiment atteint, c'est-à-dire l'organisation des PME à la base. Et aussi le code d'hygiène qui était très caduc, j'ai effectué des analyses d'évaluation. Vous voyez l'artère principale de la route du Prince. Très souvent, vous constatez les ménages qui versent des ordures le long de la route sur les terres pleines, les terres pleines là. Donc j'ai effectué un sondage au cours duquel j'ai eu des résultats qui sont vraiment très curieux. Et avant l'analyse, avant l'enquête, les gens pensaient que c'était de la politique, c'était des gens, des opposants qui sabotent le pouvoir, que c'est eux qui mettent les ordures sur la route. Mais après ces sondages, les gens se sont exprimés de façon anonyme. Et ils ont dit que c'est l'État qui leur a dit de regrouper les ordures au bord de la route et qu'une société de ramassage passerait ramasser. Que dans le temps, on leur a dit ça. C'est resté dans les mémoires. Que c'est ce qui fait qu'ils versent les ordures. Et nous, en tant qu'élément de techniciens, de chercheurs, quand on a une information sur le terrain, on cherche à faire le croisement entre ce qui est dit et ce qui peut exister comme législation. C'est ainsi, j'ai fait des recherches, j'ai vu dans les codes d'hygiène l'article 62 qui dit effectivement ce que les gens l'ont dit. Que dans les grosses agglomérations, et c'était un code qui était très ancien, mais ça a été vulgarisé. Le maire d'alors, ils ont même dit le nom de ce maire, que c'est lui qui leur a dit. Et quand j'ai vérifié dans les documents, effectivement, c'est écrit noir sur blanc. Que dans les grosses agglomérations, les populations doivent amener les ordures au bord de la route pour que les services de ramassage passent les ramasser. Est-ce que le contexte actuel est le même? Non. Mais les gens gardent ça encore. Et c'est ce qui fait que les gens là adoptaient ces comportements. Donc on a décelé ces insuffisances dans le code qui existaient encore. Donc si on frappait quelqu'un parce qu'il a mis les ordures dans la rue, on n'aurait pas eu raison parce que c'est bien écrit et le code n'avait pas changé encore.
Alors ça nous a permis de revoir le code et nous mettre en rapport avec le service d'assainissement, avec la mairie, avec les services techniques pour changer les anomalies qui existaient dans le code et l'actualiser. Donc le code aujourd'hui a été actualisé et signé. C'est ce que même Enabel utilise pour la vulgarisation, pour que vraiment la population puisse changer. Et surtout les sanctions, il n'y avait pas de sanctions. Alors, où les sanctions étaient prescrites mais n'étaient pas appliquées. Donc voilà un des éléments de base que nous avons aussi mis à la disposition des acteurs qui pourront continuer avec l'assainissement. Donc voilà juste les deux résultats que je peux vous donner et qui témoignent que le projet a été vraiment une réussite. Maintenant, comme toute œuvre humaine, on sait que vous avez rencontré des difficultés. Est-ce qu'on peut savoir comment vous êtes arrivé à les gérer? Bon, toute œuvre humaine n'est jamais aussi parfaite et n'est jamais aussi aisée. On a eu pas mal de difficultés, vous savez, le monde de l'assainissement. Et c'était même un projet le plus facile à évaluer, même par le citoyen lambda. Parce que vous voyez que nous disons que c'est un projet de gestion des déchets solides, projet Conakry Fintayé. Mais dès que tu passes derrière la maison ou bien tu es sur la terre principale, tu vois les ordures. Les gens nous demandaient, mais vous là, Conakry Fintayé, regarde. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, mais nous, je vous ai cité quelques indicateurs que nous, on s'est fixés. Alors, c'est un projet qui est limité dans le temps et dans l'espace. Et nous, on avait vraiment le premier maillon qui est organiser les acteurs de la précollecte. Mais il n'était pas de notre ressort de ramasser les ordures du grand public. C'était à l'État alors d'organiser le transfert des déchets à la décharge. Alors, mais comme tous les moyens n'étaient pas réunis pour que tous les maillons fonctionnent, notre travail était masqué par les autres maillons qui ne fonctionnaient pas bien. Voilà une difficulté qu'on a eue. Mais nous, on voyait que c'était une difficulté temporaire. Parce que tant que le premier maillon est bien organisé, un autre acteur peut venir s'attaquer au deuxième maillon, ainsi de suite, ça peut marcher. On a vu, on rêvait que ça allait fonctionner dans le temps. Mais aujourd'hui, pendant le moment de la mise en œuvre, tu demandes à n'importe qui, ah non, c'est un projet qui n'a pas marché, parce que voici encore les ordures. Et les PME avaient la difficulté d'envoyer les ordures à la décharge pendant surtout la saison des pluies. C'est ce qui faisait que certains ménages se désabonnaient pendant l'hivernage. Ils préfèrent mettre même dans les caniveaux au lieu de s'abonner à une PME et payer 20 000 ou 30 000. Donc, mais de nos jours, on voit que les acteurs qui viennent abordent nos difficultés qu'on avait. C'est-à-dire ils sont en train de construire les points de regroupement, ça c'est bien. Et d'autres difficultés, c'est vraiment le fait que les acteurs avec lesquels nous avions affaire pensaient à la gratuité de tout. Donc, ils n'étaient pas habitués à monter les dossiers de projets eux-mêmes et chercher des financements pour se mettre en idée qu'on doit se faire crédible afin de faire fonctionner son entreprise, afin de vivre, chercher de générer des intérêts et vivre de ces intérêts. C'est le don. Donc, avant d'enlever cet esprit de don, ça n'a pas été facile pour nous. Mais ça a marché parce qu'il y en a qui ont compris et d'autres sont en train de changer aussi. Et est-ce qu'on peut avoir l'estimation du coût budgétaire du projet Fintayé? Bon, le projet Fintayé, c'était un financement d'1 600 000 $. Ouais. Et il y a eu Conakry Fintayé. Le projet est déjà fini, mais quelles sont les perspectives de l'OCPA dans le domaine de l'assainissement? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui doivent venir? Et comment ça va se passer? Bon, et on a déjà fait une étude de leçons apprises par rapport au projet Fintayé. Et tout récemment aussi, le bailleur vient de faire une enquête de sondage sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et nous sommes en train de réfléchir sur d'autres possibilités de proposition de projets sur les bases
de nos faiblesses et de nos points forts actuels pour encore avoir une possibilité d'avoir un autofinancement. Donc c'est ce qui nous anime actuellement. C'est notre travail de formuler les propositions de projets pour le bien-être de la population. D'accord, Monsieur François, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou un dernier appel à lancer? Bon, et le dernier mot que j'ai à dire, les organisations, les autorités à la base, de s'impliquer dans la gestion des ordures. Et comment? Surtout les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des déchets, tels que les PME, de les encourager. En faisant quoi? En appliquant ces codes. Parce que si les autorités à la base ne s'impliquent pas pour l'application de ce code, on va beau sensibiliser, on va beau engager les PME dans les démarches, dans la dynamique. Si les abonnés ne sont pas conscients qu'il faut payer la PME, c'est pas facile. Donc nous demandons à ce que les sanctions soient appliquées dans l'assainissement de la ville de Conakry. Prenons l'exemple sur le port des masques là. Quand le président lui-même a fixé l'amende, celui qui ne porte pas, tu payes 30 000. Je vous assure que les gens, il y en a qui portent, c'est pas parce que on veut éviter la maladie, mais on veut éviter de payer les 30 000. Donc, s'il n'y a pas vraiment de sanctions par rapport à l'assainissement, à la pratique des règles d'hygiène, ça ne va pas marcher très tôt. Et je demande aussi aux ménages d'accepter de s'abonner au PME au lieu de jeter les ordures dans les rues, de jeter derrière la maison. Et c'est ce qui est source de maladies. Merci beaucoup. Merci beaucoup.